La compréhension donc de la facturation par les prestataires on va dire des infrastructures de cloud, mais plus particulièrement celles dites IaaS, c'est-à-dire en fait la transposition, si vous préférez, de ce que nous avons dans nos centres de calcul, de traitement, dans un cloud. Dans le fond, il n'y a pas grande différence, si ce n'est qu'on n'a plus la maîtrise complète de toutes ces ressources. Alors, on va voir ce qu'il en est, parce qu'on a eu pas mal de demandes récemment, parce que c'est vrai que ça commence à devenir un peu compliqué. Et comme l'échéance approche aujourd'hui, à savoir qu'on va de plus en plus vers donc, le cloud, eh bien maintenant il faut y aller. Et donc, il faut s'attaquer donc, à ce problème qui n'est pas toujours bien compris, donc de facturation. Alors, on va donc faire comme d'habitude. Je vais donc partager mon écran que voici. Alors, donc, on va parler des vrais coûts. Pourquoi est-ce que je dis les vrais coûts? Tout simplement parce que je ne suis pas convaincu, je ne veux pas dire un grand mot avec l'honnêteté des prestataires, mais disons qu'ils ont quand même, on va dire, des propensions un petit peu à noyer le poisson et à nous entraîner dans des situations qui récemment ont été assez spectaculaires chez certains prestataires, pas de cloud cette fois-ci, par exemple chez Adobe, qui a eu d'énormes problèmes avec la récupération de 80 terabytes donc de données, et ce qui lui a coûté une fortune. Et puis, il y en a eu d'autres comme ça, je reviendrai là-dessus. Donc, les vrais coûts du cloud, sachant que nos amis les prestataires ne font pas toujours des efforts importants pour que les choses soient plus simples. D'ailleurs, je m'expliquerai sur le sujet un petit peu plus loin, parce que je trouve ça finalement assez agaçant. Alors, le parcours que nous allons suivre, d'abord, il faut savoir que plus de 90% des ressources seront dans le cloud en 2025. Certains disent 95%, c'est des chiffres que j'ai déjà évoqués assez fréquemment. Alors, le sommaire que nous allons suivre, d'abord, c'est l'histoire de la facturation donc, de l'IaaS, l'infrastructure donc, dans le cloud, essentiellement dans des machines virtuelles. C'est une vraie catastrophe pour comprendre. C'est un embrouillamini absolument infernal à pénétrer. On n'y comprend rien, on n'utilise pas les mêmes termes. Quand on va parler de zone, vous voyez, d'espace attribué donc, aux utilisateurs. Vous voyez, donc, les mots n'ont pas toujours le même sens lorsqu'on est chez différents prestataires. Alors, quand on veut faire des comparaisons, évidemment, ce n'est pas facile. Alors, est-ce que c'est une volonté affichée? Moi, je crois que oui. Je pense que les prestataires ne veulent pas toujours que l'on comprenne exactement quelle est la nature de leur facturation. Et après tout, ils ne sont pas mécontents de nous mettre dans une situation où finalement, on doit quand même payer. Et je ne trouve pas ça très bien. Je dis que ce n'est pas la première fois. En tout cas, ce n'est pas un hasard du marketing, je ne crois pas. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu connaître autrefois avec, ou il n'y a pas si longtemps après tout, quand on regarde la facturation qui est pratiquée par Microsoft. Honnêtement, il vaut mieux d'abord être un prix Nobel de mathématiques pour y comprendre quelque chose, mais c'était vrai déjà du temps d'hiver, donc ce n'est pas nouveau. Et je trouve que c'est un peu la même chose alors qu'on a besoin de simplicité. Vous savez la raison, tout simplement parce que ce n'est pas nécessairement des gens du TI qui vont s'abonner à des ressources donc, du cloud. Ce sera des gens qui seront des utilisateurs, vous voyez, une centrale d'achat, des gens qui vont acheter des prestations. Alors, si c'est si compliqué pour y comprendre quelque chose, évidemment, on risque d'avoir des vrais soucis. Je vais vous recommander un certain nombre de prérequis pour bien aborder donc, le sujet, sachant que je me focalise aujourd'hui sur les infrastructures, essentiellement, je vous dis, les machines virtuelles. Mais dans une machine virtuelle, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un système d'exploitation. Et il y a une ou plusieurs applications. On est d'accord. Et donc, c'est au fond l'équivalent de ce que j'avais dans mon centre de calcul, dans mon centre de traitement. C'est la même chose, si ce n'est que c'est déporté ailleurs. Alors, c'est un problème, effectivement, surtout IaaS, mais il ne faut pas croire qu'on va être libéré donc, des autres, pas du tout. En fait, IaaS s'inscrit dans un cadre qui est beaucoup plus complexe, avec des tas de prestations, vous savez qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer, donc tous les AAS de la planète, donc ils peuvent intervenir à un moment donné. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, vous devez tomber dans des comparaisons qui sont spécifiques. Si vous voulez faire du desktop dans le cloud,
vous devez faire une comparaison un peu particulière. Si vous faites de l'IaaS, c'est autre chose. Si vous voulez mettre de la vidéo dans le cloud, c'est encore autre chose. C'est vraiment infernal, hein. Et d'autant plus que les prestations sont de plus en plus diversifiées. Donc, on va dire, c'est pas évident pour nous. Je prendrai 3 cas particuliers, 3 cas les plus connus, hein. Donc, le cas de Google avec GCP. Donc, le cas de Microsoft, hein, avec Azure, bien entendu, et puis Amazon, incontournable donc, dans ce domaine. Sachant que c'est Amazon qui est un peu le leader dans ce domaine, alors que Microsoft, qui fait plus de chiffre d'affaires qu'Amazon sur le cloud, l'essentiel de son chiffre d'affaires lui vient des licences de ses produits, hein, qui sont en mode SaaS. Donc, mais ce sont les 3 principaux. Cela dit, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, et bien évidemment, étant donné que j'aurais suscité votre curiosité, vous allez vous empresser de faire des comparaisons avec d'autres solutions. Alors, ce qu'on va surtout regarder aujourd'hui, c'est quels sont les coûts cachés. Parce qu'après tout, quand on regarde les propositions des prestataires, ça coûte pratiquement rien, ça coûte 0,02 dollars, vous voyez, le gigabyte stocké, donc ça paraît ridicule. Sauf que, n'oubliez jamais une chose, c'est que dans un terabyte, il y a 1000 gigabytes. Et ça, on a un peu tendance à l'oublier. Et les prestataires ont une manière de présenter les choses quand même qui est assez orientée de ce point de vue-là. Donc, on a des surprises très désagréables. Beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui se rendent compte que c'est très bien le cloud, sauf que si vous sortez un tout petit peu des sentiers balisés, ceux pour lesquels effectivement on peut faire donc des économies, eh bien on risque d'avoir des problèmes. Et là, on va dire, les dépenses peuvent devenir exponentielles. Alors, qu'est-ce qui se fait insulter après par les directions financières, évidemment? Donc, les coûts cachés. Et donc, ce qui va induire quoi? Eh bien, des précautions à prendre. Donc, je vais vous donner un certain nombre de recommandations que nous pratiquons régulièrement, sachant que je suis très motivé pour ça, parce que j'ai une longue carrière donc, de directeur de TI, et j'en ai un peu assez d'être roulé par des prestataires qui se moquent de moi. Et donc, j'en ai un peu assez. Voilà. Alors, on retombe encore aujourd'hui dans une espèce de problématique absolument infernale, donc dans laquelle on roule finalement les clients dans la farine. Bon. Et je pense que de toute façon, la facturation et la compréhension donc, des infrastructures portées sur le cloud, c'est un nouveau métier. C'est un métier qui n'est plus dans le TI, de mon point de vue, qui fait partie donc, des centrales d'achat, ou tout au moins qui ira dans les centrales d'achat. Mais c'est un nouveau métier qui est compliqué. Parce que c'est un petit peu technique, mais pas trop technique. D'un autre côté, il faut connaître le détail de la prestation de chacun des fournisseurs éventuels. Donc, c'est assez infernal. On l'évoquera. Et en plus, il faut vraiment aimer ça. L'objectif de ce webinaire donc, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est de vous montrer que le sujet n'est pas simple, contrairement à ce qu'on nous dit. Hein. Ce n'est pas simple, que ça nécessite donc de prendre des précautions. Et donc, encore une fois, ça constitue donc un véritable métier qu'on peut, à la rigueur, d'ailleurs, sous-traiter. Hein. Ce n'est pas comme certaines autres fonctions pour lesquelles je pense qu'il n'est pas bon de sortir de l'entreprise, mais là, à la limite, pourquoi pas. Donc, en tout cas, voilà, il faut se méfier. C'est un petit peu le leitmotiv, le fil rouge de ma présentation, c'est il faut se méfier du discours des fournisseurs. Alors, le fond de tout ça, au fond, pourquoi est-ce que le cloud a tant de succès? Alors ça, c'est une chose dont peut-être je n'avais jamais parlé, mais je pense qu'il y a eu, parce que ça, je l'ai connu réellement, il y a eu un changement de mentalité qui s'est produit. Un changement de mentalité dans lequel le modèle de possession des ressources, que j'avais déjà évoqué, hein, vous voyez, c'était un modèle donc, est devenu désuet. Autrefois, on était très fiers de montrer nos machines, on faisait visiter les clients, vous voyez, c'est des gros machins, il fait froid, il y a des gens qui font pour des machines pendant la nuit, on était très fiers. Maintenant, tout le monde s'en moque, ça ne présente plus aucun intérêt, on se retrouve maintenant au -5 dans les buildings, vous voyez, là, on ne voit plus personne dans l'année, donc c'est comme ça. Donc la notion de possession des machines, ce n'est pas quelque chose véritablement qui fait rêver les utilisateurs, et c'est en tout cas pas ça qui va embarquer donc leur décision. Vous voyez, autrefois, donc, je disais que la possession, c'était une preuve de professionnalisme, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer. Hein. Maintenant, donc, le TI, rattaché donc, à un niveau
niveau intermédiaire de l'entreprise. Hein, c'est souvent la direction financière qui n'y connaît rien. C'est souvent les directions donc, opérationnelles qui ont bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de ça. Alors, en fait, l'ETI est devenu maintenant une sorte d'infrastructure et de ressources, on va dire, au service, donc, au service de l'entreprise. Hein, et donc, ça se rapproche plus de la gouvernance, plus du BI, si vous préférez. Donc, ça a beaucoup changé. En plus, alors, c'est toujours comme ça, on est perçu comme un centre de coût, évidemment, et non pas comme un facteur de création de valeur. Ce que je regrette profondément, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'entreprise, aujourd'hui, ne peut pas vivre sans nous. Même si nous, il est porté sur le cloud. On ne peut pas vivre sans nous. Ceux qui le disent n'ont rien compris. Ceux qui disent qu'on peut avoir des shadow IT, débarrasser les gens du TI, il faudrait apprendre donc leur gamme parce qu'ils disent n'importe quoi. Bon. Notre rôle finalement du TI, ce qui va se traduire aujourd'hui avec la présence donc, du cloud, hein, on est là pour fournir des services métiers à condition que ce soit pas trop compliqué à mettre en œuvre. On va s'adapter au changement de périmètre. Hein, donc on sera suffisamment flexible pour être résilient, comme on dit maintenant. On doit être performant. Pas nécessairement d'ailleurs en termes de puissance donc de machine ou de bande passante de réseau, mais en rapidité de fournir de services. Il ne faut pas que ça attende 6 mois, comme c'était autrefois le cas. L'ETI donc n'est pas un objectif, c'est la qualité des services qui est fournie, donc qui en est un. Sur ce schéma que vous voyez ici, auparavant, enfin, sans cloud, eh bien, on était dans une situation de faible optimisation, c'est-à-dire qu'on était ou avec des ressources trop importantes. C'est comme ça qu'à peu près 25% à peu près des serveurs et des ressources ne servaient à rien. Encore aujourd'hui d'ailleurs, peut-être pas 25%, mais disons 10%, ce n'est pas un chiffre à peu près crédible. Mais comme on avait peur de manquer, bah, finalement on était au-dessus, donc on n'optimisait pas. Avec aujourd'hui le cloud, le gros intérêt, et c'est d'ailleurs très contradictoire avec le discours que je vais vous faire aujourd'hui, que je vous fais maintenant, c'est que normalement on doit pouvoir réagir d'une manière dynamique. C'est-à-dire adapter notre offre aux conditions réelles et instantanées d'usage du cloud. Sauf que si vous faites ça, dès que vous avez des problèmes, ça va vous coûter une fortune. C'est vrai que si vous pouvez, d'abord ça vous coûtera plus cher. L'idée derrière la facturation de l'IAS, c'est qu'il faut essayer de prévoir au maximum ce que vous allez faire. Sauf que c'est tout à fait contradictoire avec le fait de l'affectation dynamique des ressources en fonction des besoins instantanés, qui sont des besoins qui peut-être ne sont pas prévisibles. Et vous voyez, donc il faut que l'on puisse s'adapter. Mais si on doit s'adapter, à ce moment-là, on ne peut pas prévoir. Et si on ne peut pas prévoir, ça va coûter plus cher. Voilà, c'est tout simple, hein. Le principe, il est là. Mais en tout cas, c'était quand même la motivation fondamentale donc, du cloud d'être beaucoup plus dynamique. Alors, je rappelle quand même que, ça c'est une page que je vous avais déjà montrée, mais je le rappelle simplement parce que l'IAS, en gros je vous dis les machines virtuelles, ce n'est pas la totalité du paysage, on n'a pas que ça à faire. Celui qui va signer donc avec un ou plusieurs prestataires de cloud va donc peut-être mettre en œuvre d'autres prestations. Et je vous disais tout à l'heure que malheureusement, c'est pas toujours facile. C'est pas parce qu'on a une idée claire de la manière de comparer les prestations IAS que c'est transposable automatiquement dans d'autres. Par exemple, le stockage, les bases de données, hein, DBAS, le développement avec le PAS, vous voyez, le téléphone. Un téléphone dans le cloud qui devient maintenant pratiquement une obligation, hein, eh bien, c'est pas évident de pouvoir comparer. La gestion des identités, pareil, moi je pense qu'elle va aller de plus dans le cloud maintenant, parce que ce n'est pas véritablement notre métier que de devoir gérer ça. C'est compliqué. Le desktop, ce sont donc des terminaux, on va peut-être finir par y arriver, hein, des terminaux sur la place du poste de travail, et puis toute la logique de traitement et de stockage va se trouver dans le cloud. Mais la comparaison que l'on va faire sur les différents prestataires qui vont travailler dans ce domaine du desktop ne sera pas la même que ce que l'on fera pour l'IAS d'une manière plus générique.
Bon, les réseaux maintenant, on a une bonne partie maintenant des infrastructures de réseau qui devient de plus en plus virtuelle. Ça, c'est quelque chose qui est très important. D'ailleurs, ça sera à l'origine de la 6e génération donc des réseaux cellulaires où tout va devenir virtuel dans le cloud. Bon, les réseaux, les données, bien sûr, dans le cloud, les fonctions appelées par des programmes, etc. Et vous avez les boîtes de communication, il y a aussi. Donc, communication qui sont maintenant des services proposés par le cloud. Donc, le problème que vous allez avoir, c'est que non seulement il va falloir faire des comparaisons portant sur les infrastructures, donc essentiellement donc IaaS, mais vous serez obligé quand même d'avoir un œil sur le reste. L'idéal étant quand même que vous n'ayez pas autant de fournisseurs que de types de services. Ça, c'est pas possible. Donc, on aura un compromis à faire entre celui qui va proposer dans des conditions financières les plus intéressantes des principaux services que l'on demande, hein, sachant que pour d'autres, peut-être, on sera peut-être moins pertinent. C'est toujours pareil, best of breed, ou choisir donc une solution plus intégrée. Vous n'oubliez jamais ça, ça devient de la folie. Tous les jours, on le voit bien, tous les jours, on a des nouvelles prestations maintenant, et donc ça devient absolument insupportable, parce que d'autant plus que je pense, encore une fois, que les fournisseurs, à mon avis, ne font pas beaucoup d'efforts pour nous faciliter la vie en termes de compréhension. Je pense qu'il faut, une autre règle qu'il faudrait appliquer, hein, je la dis tout de suite, c'est qu'il faut faire attention à ce que, dans la mesure du possible, ce ne soit pas le prestataire qui impose ses idées. C'est vous qui payez les notes. C'est vous qui payez les factures. Donc, c'est vous qui dites comment on va comparer les choses. Voyez ? Et donc, lorsqu'on a un choix à faire en matière d'IaaS ou d'autres prestations de type de celles que je viens d'indiquer, eh bien, le cahier des charges doit être contraignant dans la manière de présenter les choses. Vous voyez ? Et donc, par exemple, si vous estimez qu'une calculatrice qui mesure le coût, qui calcule le coût d'une prestation IaaS, eh bien, vous aimeriez connaître l'algorithme qui permet de faire, quel est l'algorithme exact qui permet de donner la part entre les processeurs virtuels, toutes ces choses-là, eh bien, il faut le dire. Et c'est au fournisseur de s'adapter et non pas l'inverse. Donc, il faut faire très attention à ça, parce qu'en imposant un cadre relativement formel de comparaison, à ce moment-là, les fournisseurs sont obligés de rentrer dans le moule. Et donc, c'est quand même plus facile pour nous, ensuite, de comparer. La plupart du temps, d'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que les administrations, les services gouvernementaux sont assez forts de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'ils sont assez contraignants. Ils disent, si vous voulez travailler avec nous, eh bien, voilà ce qu'il faut faire. Eh bien, je pense que c'est ce qu'il faut faire là aussi, pour avoir une bonne idée, en tout cas une idée homogène et compréhensive des prestations que l'on a dans le cloud, eh bien, il faut l'imposer à travers le cahier des charges. Alors, je vous disais dès le départ, hein, c'est vraiment épouvantable. C'est un embrouillamini, donc extrêmement difficile à pénétrer. Bien entendu, je n'ai pas pu résister à l'idée de vous montrer donc, les fameux Shadocks. Je ne sais pas si au Canada on connaît les Shadocks, mais c'est une émission qui durait 5 minutes, très amusante. C'était pourquoi faire simple quand on pouvait faire compliqué. C'était un monde de fous, un monde absurde. Et je pense que le cloud, d'une certaine manière, est aussi un monde un peu absurde. Vous voyez, et c'est compliqué. Alors, je vous l'ai dit, l'IaaS, c'est une transposition donc, dans le cloud des infrastructures locales. Alors, on est essentiellement sur des machines virtuelles, hein, mais il n'y a pas que ça. Aussi, on a aussi les containers. Bon, si on sépare donc les deux notions de containers et de machines virtuelles. Alors, ce qu'il faut, c'est comparer les coûts donc, des machines virtuelles entre les prestataires et aussi avec les ressources locales. Parce que si les coûts sont trop élevés par rapport à des ressources locales et finalement ça n'apporte aucun avantage, c'est pas la peine d'y aller. Donc il faut savoir faire des comparaisons. On aura besoin d'un glossaire. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, on ne parle pas des mêmes choses. Quand on parle de régions, de zones, vous voyez, de zones de déploiement, c'est pas la même chose, pas tout à fait la même chose en tout cas, quand on est chez Microsoft ou quand on est chez AWS. Ouais, donc, on a besoin d'un glossaire. Et lorsque vous faites un cahier des charges, n'oubliez pas de mettre ce glossaire de manière à dire au prestataire, vous nous faites une proposition, très bien, mais de quoi parlez-vous? Donnez-nous bien la définition.
d'accord? Et si possible avec des schémas, parce qu'on comprend bien. Bon. Le cheminement, pour comprendre, à mon avis, donc, est très complexe. Hein, et en tout cas, si je compare par rapport à ce qui se passait il y a encore quelques années, quand on devait définir les configurations des machines, c'était souvent au doigt mouillé. Hein. Le sens du vent, c'est par là, on ne savait pas trop. Et donc, c'était compliqué, parce qu'il fallait tenir compte d'un grand nombre de paramètres. Et bien là, c'est la même chose. Hein. Vous avez beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. On va aller voir un peu plus loin. Et donc, ce n'est pas plus simple. Il ne faut pas croire que parce qu'on est parti sur le cloud, de toute façon, ça va coûter 4 fois moins cher ou 5 fois moins cher, et en plus, ce sera plus simple à comprendre. Ça, ce n'est pas vrai. En plus, il n'y a pas de solution miracle. Je pense qu'il faut de l'expérience et une connaissance approfondie donc, des mécanismes internes des fournisseurs. Alors, vous ne pouvez pas tous les connaître. Selon l'importance donc, des fournisseurs IAS, moi je fais deux catégories. Il y a les grandes entreprises, on va dire les services gouvernementaux, et à côté, vous avez les petites entreprises. Bon. Moi, je pense que les petites entreprises ne sont pas concernées de la même manière par ces problèmes-là. D'abord parce que leurs responsables, en général, ça les laisse complètement froids. Vous voyez, donc, je ne suis pas convaincu, en tout cas, que c'est applicable à tout le monde. Donc, c'est plutôt pour des grosses structures qui ont des moyens, éventuellement, pour se payer des consultants qui vont faire le travail à leur place, ou des gens en interne que l'on va former ou qu'ils vont former, de manière à faire ce travail donc, de comparaison. Bon, donc, il faut une expérience et une connaissance approfondie. Hein. Les usagers, je pense qu'il y a un risque de se perdre dans le détail des détails. C'est pour ça qu'il faudrait quand même, il faut être très fort du côté du cahier des charges, parce que c'est là où vous allez véritablement imposer les critères de comparaison. Hein. Donc, ne pas se perdre dans les détails. Et moi, je pense qu'on revient quand même 50 ans en arrière avec cette période où, avec IBM, ou avec, on comprenait strictement rien. Hein. Je me souviens de migration pour passer de migration de type mémoire virtuelle vers une mémoire virtuelle de type SP3, l'augmentation des mémoires virtuelles, c'était incompréhensible. Incompréhensible. Et je pense qu'IBM jouait un jeu dangereux. D'ailleurs, cela a été beaucoup reproché, et aujourd'hui, s'il tombe non pas dans l'anonymat, mais quand même un peu en désuétude, IBM, eh bien, c'est aussi à cause de ça. Parce que les ex-directeurs de TI dont je suis, eh bien, ils ne l'auront pas pardonné, ce genre de choses. Donc là, on retombe un tout petit peu. Et puis, donc, je vous avais dit, hein, n'oubliez jamais qu'il y a 1000 gigabytes dans un terabyte. Alors, quels sont les prérequis donc, que je vous propose? Si on vous demande de faire ce travail, à mon avis, faites attention donc, à être blindé de ce point de vue-là. D'abord, il faut savoir où on va. Alors, malheureusement, je vous dis, ce n'est pas en phase avec la philosophie même du cloud, puisque le cloud est censé répondre d'une manière dynamique à des besoins, donc qui interviennent éventuellement donc, en temps réel. Mais les coûts seront d'autant plus bas que vous pourrez prévoir à l'avance ce que vous allez faire. D'un autre côté, il faut aussi se mettre à la place des fournisseurs. Ça serait, imaginons un prestataire qui aurait, mettons, 1000 clients, 10 000 clients. Si personne ne sait où il va, le prestataire, en réponse, il va passer son temps à adapter ses ressources au changement. Donc, bon, certes, il va les facturer à un prix très élevé, mais ce n'est pas très pratique non plus pour lui. Voyez, et donc, en plus, ça lui sera difficile ensuite, après, de s'engager sur un certain SLA, donc un Service Level Agreement, donc, qui va donc garantir, on va dire, aux clients d'avoir toujours un haut niveau donc, de bande passante. Donc, si vous voulez, encore une fois, je reviens sur un thème que j'ai souvent évoqué. Le rôle de la direction générale ou du président est essentiel, la présidente est essentielle. Il faut qu'il nous dise un petit peu la route que nous allons suivre. Et voyez, donc, il faut connaître un tout petit peu ces prérequis en termes, mettons, de personnel. Est-ce qu'on va vers une diminution du personnel ou pas? Est-ce qu'on va réellement vers le cloud ou non, après avoir fait un briefing, bien entendu, donc, de ces dirigeants en question. Donc, il faut connaître les motivations et il faut faire des prévisions de stockage. Attention, le stockage est peut-être local ou il peut être dans le cloud. Mais il faut quand même avoir une idée de ce que l'on va faire. Alors, on peut se rallier à dire, je multiplie tout par 10, moi je suis tranquille. Oui, sauf que la note, cette fois-ci, dans le cloud, elle ne sera plus la même. Hein. Et donc, quand on était en local, on-premise, comme on dit, c'était moins grave. Dans la mesure où on achetait des disques,
qu'on les remplisse ou qu'on ne les remplisse pas, de toute façon, c'était la même note, la même facture. On l'avait payé une fois pour toutes. Là, ce n'est pas la même chose. Là, si vous prévoyez 10 fois la ressource de stockage dont vous avez besoin, c'est quand même beaucoup plus dangereux parce que là, vous allez avoir des factures qui vont être beaucoup plus élevées que celles que vous auriez eues si vous étiez resté en local. Donc, attention, là, on ne peut plus faire comme avant. Bien. Alors, on doit imaginer donc le stockage, il faut prévoir également le traitement. Alors, vous me direz, on a des possibilités d'évolution de traitement quand vous êtes chez AWS, Amazon, EC2 donc pour le traitement, on a des possibilités d'extension, mais vous pouvez aussi tomber, comme on disait autrefois, en overflow, c'est-à-dire dans des conditions qui sont très graves et des conditions qui vont nous mettre complètement dans le mur en termes financiers. Mais il faudra quand même essayer d'avoir une idée, au moins sur les 5 ans qui viennent, à peu près de la nature des opérations et des applications qu'on va mettre en œuvre, et puis essayer de faire une classification en disant il y en a qui sont très consommatrices en termes d'unité de traitement, hein, d'autres qui le seront moins. Il faut essayer, même si c'est imparfait, il faut essayer de se faire une idée qui soit la plus claire possible dans ce domaine. Vous voyez, même si ça nous oblige quand même à faire des prévisions qui, bien évidemment, seront contestables le moment venu. C'est exactement pareil pour la bande réseau. La bande passante réseau, on sait très bien que ce qu'il en est. Alors, c'est difficile hein, d'imaginer la nature des applications, le type d'utilisateur, quel est le genre, quelle est la bande passante qui sera employée par chaque utilisateur. Ce n'est pas simple du tout. Là, dans ce domaine, je dirais qu'on ira un peu plus à la louche. Et peut-être qu'on prendra un peu plus nos précautions. Peut-être. Mais bon, en tout cas, il faudra le faire. Et puis surtout, il faut absolument faire une chose, parce que ça, c'est l'un des exemples, en tout cas, de gabegie en termes financiers, c'est de prévoir les transferts de fichiers, les transferts de données. Parce que finalement, ça serait si simple si j'avais mes utilisateurs, mon cloud. Très bien, et encore, c'est déjà pas bon. Mais ce n'est pas comme ça. J'ai des applications qui restent en local. J'ai des partenaires avec qui je travaille, avec qui on s'envoie des données tout le temps, qui lui-même a des applications qui sont locales, et il a aussi des applications dans le cloud. Si vous ajoutez à ça qu'il y a des clouds de secours, hein, nous on est dans des clouds de production, mais il peut aussi y avoir des clouds de secours, ce qui fait qu'à chaque fois, au moment de l'installation, ça on comprend très bien, mais à tout moment, on a besoin de faire des transferts de données. Alors, selon le contexte dans lequel vous allez vous trouver, vous allez avoir soit des solutions gratuites, mais le plus souvent, vous aurez des solutions payantes et qui peuvent s'avérer même très coûteuses. Donc, il faut essayer d'avoir une cartographie non seulement des applications qui vont exister donc dans les années qui viennent, en plus de celles que j'ai déjà, mais en plus essayer d'avoir une idée de tous les transferts de données qu'il va donc y avoir. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On peut donc essayer d'avoir le nombre de machines virtuelles qu'on pourrait éventuellement déporter sur le cloud. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, machines virtuelles ou containers. Hein. Bon, ce n'est pas la même chose, je sais bien, mais la philosophie quand même est un petit peu la même. Donc, moi, ce que je vous suggère, ce serait peut-être de faire à ce niveau-là une espèce de cartographie donc, des machines virtuelles actuelles et à venir, et puis donc par pourcentage d'usage. Hein. Bon, il y aura des machines virtuelles qui seront très utilisées, et d'autres qui le seront. Hein. Et donc, on peut imaginer de faire peut-être 3 classes, ou 5 classes, ou 10 classes, en fonction de ce pourcentage. Déjà, c'est quand même une bonne idée, hein, parce que le pourcentage d'usage hein, est quelque chose, c'est un paramètre qui va justement intervenir dans la facturation. Le cahier des charges, donc je vous ai dit, faites-le avec le plus de précision donc, possible, hein, mais dans lequel, bien sûr, vous allez prévoir donc, toutes ces entrées-sorties dont je vous parle, hein, et prévoyez sur la première chose que vous faites dans ce cahier des charges, dès que vous avez choisi un fournisseur, vous prévoyez tout de suite hein, dans le cahier des charges les techniques pour aller ailleurs. Vous choisissez un fournisseur X, mais vous prévoyez tout de suite les solutions pour aller ailleurs. Et donc, c'est au prestataire retenu de vous dire voilà comment on pourra faire. Et non pas se retrouver le bec dans l'eau, comme c'est arrivé à de grandes entreprises hein, qui n'avaient donc pas prévu. Bon. Je pense qu'on pourrait imaginer que l'idéal, si dans un monde parfait, ça serait l'idéal, ça serait de prévoir 80 à 90% des instances de machines virtuelles. Voilà. Et donc,
Ça, c'est sur les machines virtuelles, et prévoir donc de 30 à 50% au maximum, hein, s'il faut anticiper sur des pics de charge fréquents, mais imprévisibles. Ce que je veux dire par là, c'est que si je peux prévoir de 80 à 90% de mes machines virtuelles, je vais payer beaucoup moins cher. Et si je peux prévoir 30 à 50% d'applications pour lesquelles je vais avoir des pics instantanés, ça sera aussi très intéressant. Et donc, je pourrais lisser, je pourrais donc m'arranger. Les scénarios, donc, il faut les prévoir à ce niveau-là, dès le départ, hein, pour alimenter d'autres nœuds de traitement, parce qu'on a dit, les ressources de traitement, à un moment donné, ça peut être des nœuds supplémentaires. Soit parce que j'en ai besoin en local et puis je vais m'exporter sur le cloud. Vous voyez, donc des nœuds supplémentaires. J'ai besoin éventuellement donc d'alimenter donc d'autres clouds donc en secours, et on va retomber ici dans le mode multi-cloud qui est essentiel. Si on ne peut pas faire ça, je pense qu'il ne faut pas y aller. Ou alors, c'est avoir une confiance aveugle dans Microsoft, AWS ou Google, et je n'aurai pas confiance aveugle en eux. Voilà, bon, ce sont quand même des prestataires. Eh bien, c'est contestable, il faut prendre ça au second degré, hein, ce que je suis en train de dire, mais je préférerais avoir la possibilité de fonctionner en mode multi-cloud. Alors, c'est vrai que la solution monocloud est idéale, mais c'est surtout l'idéal pour piéger les entreprises. Et donc, si ce n'est pas possible de fonctionner en mode multi-cloud, je pense qu'il ne faut pas y aller. Parce que tous les échecs qu'il y a eu récemment, avec des procès à la clé maintenant, eh bien, viennent souvent de là. C'est qu'on est coincé chez un prestataire et on ne peut plus rien faire d'autre. On ne sait même pas comment aller ailleurs parce qu'on ne l'a pas prévu. Quant au cloud souverain, alors j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet. Les clouds souverains, ce sont des clouds, on va dire, un peu nationaux. Je pense qu'il faut les ignorer. Alors, bien sûr, tous les prestataires au Canada, en France vont hurler quand je dis ça, mais je pense qu'il faut l'ignorer parce qu'ils ne nous donnent pas aujourd'hui les garanties de pérennité que l'on doit attendre d'un fournisseur. On peut l'imaginer pour une PME, peut-être, et encore. Mais pour des grosses structures, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. En tout cas, le cloud n'est pas un long fleuve tranquille et croyez-moi, ça peut constituer donc une menace. Alors, parmi les choses que l'on va regarder, parce qu'on va passer en vue un petit peu maintenant tous les aspects donc importants, j'essaie d'attirer votre attention sur des points vraiment importants. Alors, c'est d'abord le zonage ou le régionage, comment on peut dire, donc de l'offre mondiale donc des prestataires. Alors, l'idée vient, à mon avis, d'une grosse ambiguïté qui est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai d'ailleurs avec des architectures de type edge computing, c'est vrai, c'est que l'on amène les ressources de traitement de stockage au plus près des utilisateurs. Bon, ça c'est l'architecture edge computing, entre autres utilisable dans le monde des IoT, donc des capteurs. Bon. Appliqué au cloud de manière générale, je suis beaucoup moins convaincu. Je pense qu'il y a dans le discours des prestataires, c'est une approche plutôt marketing. On dit aux clients, vous voyez, je vous respecte, vous êtes un client canadien de la région de Montréal, eh bien nous avons, nous, une zone Amérique du Nord, et il y a également une zone de déploiement qui couvre la région donc, de Montréal jusqu'à Québec. Le client dit, au moins, on me prend au sérieux. Je ne vois pas trop ce que ça change. Bon, je comprends l'idée, mais je ne suis pas certain que le résultat soit à la hauteur, en tout cas, des objectifs qui sont proposés. Je ne suis pas convaincu de ça. Mais bon, après tout, pourquoi pas, hein. Tant mieux, si on a un grand nombre de zones dans le monde, on peut jouer, c'est ce que fait Microsoft, par exemple, on peut jouer sur la redondance, on peut jouer pour des questions de PCA, des plans de continuité d'activité, on peut aller d'un environnement à un autre plus facilement. Bon, alors, je prends ici l'exemple je vous ai mis les 3 exemples, mais je prends l'exemple de manière plus précise d'Amazon. Chez Amazon, vous avez 3 niveaux. Parce que moi j'appelle ça des niveaux, hein. Vous avez les zones de disponibilité, vous avez les zones locales et vous avez les centres de données. Les zones de disponibilité, ça regroupe des centres de données qui chacun dispose d'une alimentation, d'un système de refroidissement, d'une sécurité physique et d'un réseau d'accès redondant. Et donc ces zones, on va dire, de disponibilité font partie d'une zone géographique globale. Voilà. Et on a donc des zones de disponibilité. Bien. Ensuite, on a également des zones locales.
C'est une extension des zones de disponibilité pour rapprocher les traitements, cette fois encore plus, hein, les traitements et le stockage, les bases de données des utilisateurs finaux. Bon. Bon. Et ça, c'est donc chez. Et puis, bien sûr, vous avez le centre de traitement lui-même qui constitue donc le troisième lien. Bon. Moi, je pense hein, que les performances que l'on va obtenir, je ne suis pas très convaincu que, en faisant ça, on aura des performances aussi brillantes par rapport à une solution qui serait plus centralisée. Après tout, que mon traitement s'exécute en Alaska du Nord ou en Afrique du Sud, je crois que du point de vue performance, je ne suis pas certain que ce soit véritablement un handicap à des aspects performance. Je ne suis pas convaincu de ça. Regardez, Google, avec ses moteurs de recherche, a donc 30 millions, je crois, de serveurs aujourd'hui disponibles, regroupés en zones, mais les requêtes ne sont pas nécessairement traitées au plus près des utilisateurs, et ce n'est pas pour autant qu'on a des résultats qui ne sont pas bons. C'est très lié aussi à la manière dont sont stockées les données, par exemple. Ça, c'est important. Donc, pour moi, mais je pense que, peut-être avez-vous donc un point de vue donc différent, je trouve que c'est un argument plus marketing qui est plutôt destiné à rassurer, on va dire, les clients qu'autre chose. Vous voyez, une espèce de zonage. On trouve la même chose, et on le voit ici sur ces dessins. Vous avez des zones, donc, chez Google, vous voyez donc les zones essentiellement en Amérique du Nord, donc en Europe, en Australie, également en Asie du Sud-Est. Bon, en Afrique, zéro. Bon, il n'y a rien. Pour Azure, c'est un petit peu la même idée, mais d'ailleurs, on va retrouver à peu près le même zonage. Donc, c'est une façon, parce que les autres vont intervenir quand même dans la facturation, donc il fallait un petit peu rappeler de quoi il s'agissait. Alors, je voudrais prendre des exemples maintenant un peu vite donc, de facturation quand je suis chez Amazon. Alors, il y a 3 modes de facturation chez eux. Vous avez le mode donc, Pay as you go, donc à la demande. Hein. On paye les services que l'on utilise ponctuellement. Bon, très bien. Et en général, on paye plus cher. Vous avez également une facturation dite à capacité réservée, mais là, comme je le disais tout à l'heure, il faut savoir où on va. Et on peut avoir, si on réserve une capacité, on peut avoir jusqu'à 75% de réduction par rapport au mode précédent, le mode à la demande. On a également chez AWS des réductions qui sont fondées sur des volumes. Alors, avec le stockage S3, plus on dispose d'espace de stockage, moins on paye. Vous me direz, c'est pas nouveau. Hein. Mais jusqu'à donc 50 terabytes, ça coûte 0,023 donc dollars le gigabyte par mois. Mais rappelez-vous, hein, 1 terabyte, c'est quand même 1000 gigabytes, sauf si ça a changé entre-temps, et ça veut dire c'est quand même 23 dollars par mois. Si vous avez 50 terabytes, ce qui n'a rien d'extraordinaire, hein, 50 terabytes, ça fait 50 fois 23, donc à peu près 1000 dollars, rien que pour ça. Donc, il ne faut quand même pas croire que ce soit négligeable. On a également jusqu'à 500 terabytes avec un coût qui a légèrement baissé, cette fois-ci donc 0,021 dollars par gigabyte et par mois. Bon. Et au-delà, donc c'est un peu plus compliqué, c'est un peu comme chez Microsoft, sauf qu'il faut discuter, il y a des conditions particulières. On a également un mode qu'on va retrouver qu'on appelle le RI convertible. Là, ce sont des ressources. Hein, Amazon génère des réductions qui sont transposables d'une famille d'instances à une autre. Alors, c'est intéressant, parce qu'à un moment donné, on peut être en sous-utilisation dans une famille d'instances, et par contre, en surutilisation ailleurs. Donc, de manière à un petit peu lisser et optimiser un petit peu les usages que nous avons, c'est un mode qui peut être intéressant, sauf que là, nous avons des réductions quand même qui sont un peu plus faibles. Du côté de Google, là, c'est pareil, également fondé sur un modèle à l'usage. Alors, il n'y a pas de coût d'activation ni de cessation. L'avantage de Google, c'est qu'il a une facturation à la seconde. Alors, vous voyez bien, ça correspond évidemment à des besoins qui sont des besoins temps réel, hein, à forte résilience. Alors, les économies qu'on peut faire chez Google sont intéressantes également. On a le mode dit préemptif, vous voyez, ça on le retrouve d'ailleurs aussi, lorsque les machines virtuelles n'ont pas besoin d'être présentes en permanence. Vous voyez, donc, elles sont appelées selon les règles d'un ordonnanceur, hein, et donc ça permet donc au fournisseur d'adapter, on va dire, son offre, ses ressources à l'offre, aux besoins instantanés donc, des clients. Donc c'est un mode préemptif. Voilà. Et donc ça va bien entendu dépendre de la nature et des impératifs des machines virtuelles, et donc également du temps
de mise à disposition, alors si on est en temps réel, et quelles sont aussi les conditions donc, de sécurité. Il y a un modèle qui est très important chez Google, c'est le modèle dit SUD, Sustained. Ça s'applique à un usage dit soutenu. C'est un peu alambiqué comme expression. Quand une ressource est très utilisée, elle a une réduction automatique qui peut aller jusqu'à 30%. 30% pour 100% d'usage. Et donc, ça concerne donc évidemment les gros projets et plutôt sur le long terme. Moi, j'aimerais bien avoir un algorithme très précis qui permet de décider donc, de ce genre de choses. C'est le mode dit SUD. Voilà. Et puis, vous avez également un mode dit d'engagement à l'usage, donc committed use, donc discount. Là, c'est plutôt orienté plutôt projet, où là, on peut atteindre, on va dire des réductions qui sont à peu près de l'ordre de jusqu'à à peu près 60% d'économie. C'est quand même pas négligeable. Et vous voyez à quel point, ce que je disais tout à l'heure, c'est que finalement, on a besoin de savoir où on va, alors que par principe, le cloud, c'est plutôt quelque chose, on ne sait pas, au moins pour une part importante des traitements, on ne sait pas nécessairement où on va. Chez Azure, donc là on tombe dans le modèle, vous savez, le Enterprise Agreement, donc bien connu, donc EA, donc chez Microsoft, on a toujours un mode donc à la demande comme les autres. On a des réductions cette fois-ci qui sont liées à des contrats, à la durée des contrats. Alors, soit vous n'avez pas de contrat, soit vous en avez des contrats sur 1 an ou sur 3 ans. On peut assez facilement d'ailleurs modifier les conditions d'usage, on va dire, de facturation des instances à tout moment, c'est bien fait, hein, pour tenir compte de la réalité de l'exploitation. Alors, les avantages, on va dire, de la facturation Azure, c'est que les paiements sont plus faibles pour les tests et le déploiement, parce qu'après tout, on peut ne pas faire de distinction entre une machine virtuelle dans laquelle vous avez un système d'exploitation, une base de données et une application en test par rapport à une application en production. Après tout, c'est toujours du code et des données. Hein. Bon, là, en l'occurrence, on paiera moins cher. On a un mécanisme préemptif hein, qui est le même que celui qu'on évoquait précédemment. Comme Google, on peut avoir jusqu'à 90% d'économie par rapport à un mode donc, à la demande, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, les machines virtuelles ne sont plus présentes donc, en permanence. On peut prévoir également, donc là encore, des instances qui seront réservées. Vous voyez, on peut avoir jusqu'à 70% d'économie. Bon. Et puis, alors, il y a un mode qui est particulier donc, à Microsoft, mais on le comprend très bien quand on s'appelle Microsoft. Il y a un mode donc, hybride qui permet d'utiliser nos licences courantes des listes de Windows Server hein, et de SQL Server avec la software assurance dans le contexte de facturation donc, du cloud. Bon, finalement, vous voyez que vous retrouvez deux grandes idées. Le paiement donc, à la demande, et alors là, vous payez plein pot, et le paiement avec des réductions, avec différents engagements de volume, sustain, bon, des choses comme ça, et donc ils vont vous permettre d'avoir des réductions qui pourront atteindre effectivement jusqu'à 90%. Donc, mais le problème, c'est dans quelle mesure est-ce que ce n'est pas contradictoire avec finalement l'usage du cloud. Alors, vous avez, je vous le signale quand même parce que c'est intéressant, vous avez un marché aujourd'hui de calculatrices qui existent. Hein. Alors, vous en avez qui sont proposées par les fournisseurs dont on a parlé, mais vous avez également un marché donc plus précis, en tout cas peut-être plus crédible, on va dire, moins orienté, indépendant. Alors, vous avez des calculatrices indépendantes qui sont assez souvent bien faites. Parce que celles qui viennent des fournisseurs, bon, on a le droit quand même d'être circonspect, vous voyez, parce qu'on a constaté quand même quelques résultats un peu curieux et orientés. Tout ça, ça ne se fait pas par hasard. Hein. Bon. Les algorithmes, on nous dit le quoi, mais on ne dit pas que le comment. Bon, très bien. Ce n'est pas très approprié non plus hein, pour faire des comparaisons d'offres, hein, parce que chaque calculatrice fonctionne d'une manière différente. Alors, disons que ça peut servir, ces calculatrices. J'ai pris ici un exemple donc, qui est celui de Google, et donc ça peut servir de fil rouge quand on reste chez un même fournisseur. Vous voyez alors, par exemple, il faut savoir, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un certain nombre de compétences. Hein. Vous avez ici quelques caractéristiques donc il faut remplir, vous tombez sur ce genre de choses, on vous demande le nombre d'instances, très bien. On vous demande le système d'exploitation, vous marquerez chez Google s'il s'agit de Windows, et puis de certaines, et donc là c'est payant. Il n'y a que certaines versions de Linux qui ne sont pas payantes. Hein. Red Hat RHEL est donc payant. Le mode que vous choisissez, vous avez vu le fameux mode préemptif, c'est-à-dire on n'a pas des machines virtuelles toujours présentes. Hein. La nature donc, des traitements, ici c'est
traitement donc à usage, on va dire, général. Le type, on va dire, le type de machine, alors c'est un peu la bouteille à l'encre. Vous avez un certain nombre de machines caractérisées par le nombre de processeurs logiques que vous pouvez solliciter dans un programme, chaque processeur physique comporte un certain nombre de processeurs logiques. Et pour des questions de performance, on peut donner plus de processeurs logiques à une application qui est en train de battre de l'air. Vous voyez, on peut faire comme ça. Et donc, ceci se définit, vous pouvez définir donc les machines. Alors, avec d'ailleurs, selon les fournisseurs, on a un peu la même dénomination, ce qui quand même facilite les choses. On vous dit ici, est-ce que vous voulez utiliser des mémoires, non pas sur disque dur, mais des mémoires SSD? Alors, bon, vous avez des possibilités, donc ici, 7 fois de 375 GB, c'est ce que j'ai choisi ici. Quel est le centre de calcul où vous vous trouvez? Quelle est la zone, la région dans laquelle vous vous trouvez? Et donc, j'ai mis ici Montréal, au Canada. Les adresses IP, vous avez donc adresse publique. Combien d'adresses publiques vous utilisez? Ici, j'en ai mis qu'une. On a donc le nombre d'heures pendant lesquelles ces machines virtuelles vont être sollicitées. Alors, nombre d'heures dans une journée de 24 heures, mais vous pouvez mettre 24 heures. Hein. 25, ça ne passera pas. Et puis, le nombre de jours par semaine qui peut fonctionner. On peut d'ailleurs imaginer de modifier pour les 2 autres jours, hein, le week-end, la fin de semaine, donc des conditions différentes d'usage. J'appuie sur Add to Estimate et j'obtiens donc mon coût qui est ici, qui est donc le coût global donc, est de 314,27 $ par mois pour cette instance. Ce n'est pas négligeable, parce que si vous faites la multiplication par 12, vous tombez quand même sur des prix qui sont de 4 000 $, et ceci tous les mois. Et si vous utilisez votre machine virtuelle pendant 5 ans, ça vous fait quand même 20 000 $. Vous voyez, c'est pas, disons, les coûts, et encore, là on est sur des coûts qui sont faibles. On peut très facilement atteindre des coûts de 1 000, 1 500 $. Si vous vous trompez dans le paramétrage de votre calculatrice, c'est pour ça qu'il faut bien connaître les paramètres, hein, eh bien, vous risquez quand même d'avoir des surprises assez inquiétantes. Donc, l'idée que je voulais faire passer, c'est que ce n'est pas aussi évident que ça et que les coûts ne sont pas toujours avantageux donc, pour les utilisateurs. Ça, c'est l'exemple d'une calculatrice. Vous la trouvez d'ailleurs à l'adresse URL qui est indiquée ici en bas. Vous pouvez vous exercer. Hein, et donc, vous voyez, mais c'est plutôt dans un usage à l'intérieur d'une offre. Plutôt, je la vois comme ça. Donc, si on fait quelques comparaisons, alors faire des comparaisons, c'est évidemment très compliqué. J'ai ici des comparaisons qui ont été faites par un de mes Solanki, donc un organisme qui s'appelle Synform, qui sont extrêmement récentes. Donc, l'avantage, c'est la fraîcheur donc, de ces données. Ils ont comparé donc, des machines virtuelles d'Amazon, de Azure, Microsoft et puis de Google, avec 4 types d'instances qui sont indiquées ici. Les régions, c'est aux États-Unis, donc sur la côte Est, en Virginie, donc dans le nord de la Virginie. Les systèmes d'exploitation, c'est Linux et Windows. Et puis, les processeurs physiques, en fait, sont décomposés en 4 processeurs virtuels. Bon, ça, c'est le principe. Hein. Et vous avez donc les types d'instances qui sont indiqués ici, donc en ordonnée. Et on voit donc avec la mémoire qui leur est affectée, vous voyez, mémoire 16, 961 gigabytes. Ouais. Donc, on va dire la carte des machines virtuelles comparées. Maintenant, quand on regarde le mode paiement à la demande, quand on est dans un mode à usage général, c'est Google qui est le plus intéressant, avec 0,156 $, donc de coût. À l'heure, c'est un coût à l'heure. Mais là encore, c'est un coût qui ne regroupe pas tout. Vous avez le stockage à côté, il y a plein de choses. Hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Vous n'oubliez jamais qu'il y a les XAS à côté. Il n'y a pas simplement EC2 ou EC3 pour le stockage et le traitement chez Google. Le mode dit optimisé pour le calcul, eh bien là, c'est donc Amazon qui est le plus performant. Vous voyez les prix ici. Pareil pour l'optimisation mémoire, c'est le plus performant. Ils sont pratiquement au même niveau d'ailleurs avec Azure. Et puis le mode dit de calcul accéléré, donc là vraiment on joue sur
on va dire, se joue sur l'importance du calcul et des temps de traitement, eh bien là, c'est donc Azure qui est le plus pertinent et le plus performant. Bon. Alors, c'est un coût horaire. Hein. Ce qu'on voit, c'est qu'à peu près, globalement, hein, Google et Amazon sont équivalents sur des mémoires, des machines virtuelles à usage général et à optimisation de mémoire. Le prix plus élevé de Google, il est lié au nombre de processeurs virtuels qui est plus important. Parce que contrairement à ses concurrents, il n'a pas des versions à 4 processeurs virtuels. Il commence à un nombre beaucoup plus important. Donc, ça veut dire des processeurs plus gros et donc finalement des configurations plus grosses et donc des coûts plus élevés. Voyez, ça peut coûter donc $1000 par mois pour une machine virtuelle donc Google, hein, en mode optimisation de mémoire. Et à ça, donc, vous devez ajouter le stockage et les autres ressources. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, les coûts peuvent s'avérer extrêmement élevés. Et donc là, ici, si on regarde un cas plus précis, qui est celui donc des réductions sur un contrat d'un an. La même chose, sur un contrat d'un an, eh bien, Azure est pratiquement au même niveau donc, que Amazon, vous voyez, donc c'est pas très élevé, c'est 0,0974 $ hein, à l'heure, hein, toujours. Hein. Pour l'optimisation, le compute, donc à ce moment-là, c'est Google qui est le plus pertinent. L'optimisation mémoire, c'est toujours Google qui est le plus pertinent. Et le mode dit accéléré, à ce moment-là, ça va être Azure qui sera le plus pertinent. Les modes de réduction qui ont été retenus dans ce cas-ci, c'est donc ce qu'on appelle le RI, j'avais indiqué tout à l'heure, donc les instances réservées pour Amazon, les Reserve Savings pour Azure et les Commitment Price pour Google. Alors, ce sont des réductions qui encouragent finalement les utilisateurs à se fixer sur un certain niveau, un niveau donc d'usage de leur machine virtuelle pendant une période fixe. Le contrat d'un an est très favorable à Google, car il est constitué de 2 rubriques, une pour les machines virtuelles par processeur et l'autre pour la capacité de mise en œuvre, ce qui n'est pas le cas de ses concurrents. Google est moins cher que ses concurrents pour le mode optimisation, donc calcul, mais beaucoup plus coûteux pour le mode accéléré. Et globalement, on dira que les offres Amazon et Azure sont relativement proches les unes des autres, et alors, ce qui est assez fréquent hein, quand on compare ces choses. Alors, maintenant, bon, on voit à peu près, en gros, hein, ce n'est pas en 1 heure que nous allons pouvoir analyser tout le détail de cette affaire, hein, mais maintenant, on va regarder donc le problème des transferts de données. Vraiment un gros souci. Hein. Parce que les données qui sont traitées dans le cloud, elles restent rarement en place. Elles alimentent donc le cloud en mode in, elles rentrent dedans, ou bien elles en sortent, on dit le mode out, pour éventuellement donc atteindre des applications qui sont restées donc en local ou d'autres clouds. Donc il faut contrôler, c'est ce que je dis au niveau des cahiers des charges, donc les transactions, et vous assurer qu'elles ne vont pas générer des transferts inutiles et coûteux. Parce que là encore, c'est souvent ce qui se passe. On passe sa vie à faire des transferts dans tous les sens, mais finalement, ça ne sert à rien. Soit les utilisateurs ne s'en servent pas, ne regardent pas, donc ce n'est pas la peine. Hein, et je pense entre autres donc, aux applications de type BI qui manipulent énormément de données, mais finalement pour peu de traitement, hein, c'est l'inverse du transactionnel. Et alors là, si vous faites des transferts pour du BI et qui ne sert à rien, je veux dire, là, vous allez voir la facture qui va monter d'une manière exponentielle. Les exemples qui ont très significatifs, en tout cas qui sont produits depuis quelques temps, ça a été donc Adobe, Pinterest et Capital One. Donc ces trois-là ont eu affaire à des extensions de coûts absolument monstrueuses du fait de la non-prévision donc, de ces transferts de données donc, entre les différents acteurs qu'on va trouver dans une configuration. Bon. Alors, on va pouvoir, je crois que vous avez mis un schéma, vous avez mis un schéma ici, donc qui montre un petit peu ce qui se passe, c'est un petit peu ça qu'il faut faire, qu'il faut regarder. Vous voyez, sur ce schéma, vous avez quoi? Vous avez, ici, vous êtes chez vous, hein, vous êtes donc à droite, en bas à droite, vous avez donc des machines virtuelles, alors je les ai représentées par des machines physiques, même si vous avez bien compris, donc certaines de ces machines virtuelles ont été transposées dans le cloud dit de production qui est ici. Bon. Puis il y a des MV qui sont restés en local. Donc je vais devoir faire donc, des transferts de données entre initialisation et éventuellement en alimentation par des applications qui sont restées en local. Je vais donc alimenter mon cloud de production. C'est à ce niveau-là, d'ailleurs, je fais attention, pas que là d'ailleurs, au paramétrage de bande passante de mes réseaux, avec l'augmentation donc dynamique des besoins en bande passante, et puis surtout pour les besoins de plans de secours.
hein, si jamais mon prestataire tombe en faillite. Donc, je suis là, mon cloud de production, ben, j'ai un certain nombre de machines virtuelles, et il faut que je prévoie les coûts d'extension, donc d'abord liés à des traitements et à des coûts, à des nœuds supplémentaires, et puis des coûts de transfert de données qui vont venir donc déjà de mon centre de traitement dont je viens de parler ici, mais également de partenaires, hein, de partenaires avec qui je travaille. Jusqu'à maintenant, je travaillais avec des données qui sont véhiculées de leurs installations à eux chez moi on-premise, mais maintenant, il faut que je les envoie dans le cloud. Donc, transfert de données. Dans certains cas, le mode in ne sera pas pénalisant, c'est vrai. Par contre, le mode out, quand il s'agira de partir, de sortir donc du cloud, là, ça risque de faire beaucoup plus mal. On peut également avoir d'autres clouds hein, qui peuvent d'abord. Mes partenaires peuvent travailler eux-mêmes dans des clouds, donc j'aurai besoin de transfert de données de leur solution on-premise, mais également de leur cloud. Vous voyez, je peux avoir des clouds de reprise que j'aurais constitué moi-même, un PCA que j'aurais construit moi-même, vous voyez, qui n'est pas celui de reprise de mon fournisseur. Enfin bref, sur mon installation, ce que je vois, c'est que je vais avoir des transferts de données en sortie et en entrée qui vont être incessants. Et ça, c'est l'une des principales, on va dire, difficultés de prévision, on va dire, pour avoir des prix qui soient relativement bas. Alors, je vous ai mis ici, de la même manière que pour les traitements, hein, je vous ai mis ici donc, quelques exemples. Hein, donc, ici, c'est l'exemple de Azure. Hein. Chez Azure, le transfert de données entre deux régions n'est pas gratuit. Il l'est à l'intérieur d'une même région. Jusqu'à 5 GB, c'est gratuit en sortie. Ensuite, il y a une tarification qui s'applique entre 5 et 10 GB, jusqu'à 40 GB, jusqu'à 100 GB, etc. Et ensuite, jusqu'à, non pas 5090, mais au-dessus, donc de 500 TB, il y a une petite erreur. Le coût chez Azure est calculé à partir de la zone d'où proviennent les données. Et les transferts entre zones de disponibilité, vous avez dit, ça appartient donc à une zone plus globale. Hein. Microsoft donc, déploie donc des ressources dans des zones de disponibilité distinctes, ne serait-ce que pour mieux se protéger contre les pannes, mais attention également donc, à ce chapitre. Et puis on peut avoir, chez Microsoft, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs je trouve, on peut avoir donc des transferts de données qui sont facturés entre deux réseaux Azure, hein, y compris lorsqu'ils fonctionnent en mode peering. En mode peering, donc Azure VNet, voilà, même entre deux installations, entre deux réseaux Azure, vous voyez, on a quand même des frais à payer. Vous avez ici toute la tarification qui existe. Dans le cadre d'Amazon, les transferts entre les régions, c'est très coûteux et il faut le prévoir avec certitude. Le transfert entre les zones de disponibilité, où il y a un sous-ensemble d'une région, c'est gratuit uniquement s'il se sert donc d'une adresse privée. Si ce sont des adresses publiques, ça va coûter des dollars. Et donc, entre différentes zones de disponibilité d'une même région, ça coûte 0,01 $ par mois par gigabyte, ce qui est très élevé. Hein, imaginez un petit peu si vous avez 30 terabytes à transférer tous les jours, vous vous rendez compte ce que ça va représenter. C'est considérable. Par contre, le transfert vers le C2, donc la partie calcul, hein, donc il est gratuit, et par contre, il est payant en sortie. Donc, moi, je ne vous donne que quelques idées, hein, simplement sur quelques principes. Mais à vous, si ça vous intéresse, évidemment, d'aller maintenant analyser ces aspects-là d'une manière beaucoup plus précise. Pour terminer donc, sur ces aspects, je voudrais vous donner donc, un certain nombre de sources de coûts cachés qui expliquent un petit peu la tête, la personne qui découvre sa facture, qui n'est pas très contente, hein, parce que les coûts sont beaucoup plus élevés. D'abord, moi je vous dirais que globalement, sur le cloud, bien qu'on dise souvent le contraire, pensée unique, on paye beaucoup plus que ce que l'on devrait payer. Les coûts de transfert de données sont prohibitifs, soyez vigilants, je viens de le dire. Les prépaiements annuels apportent plus de tranquillité aux responsables, mais à mon avis, il faut leur préférer des prépaiements mensuels, sauf si on a la certitude que les MV seront effectivement exploités et que les coûts afférents donc, sont effectivement cohérents. Prenez grand soin à répartir les charges de traitement entre le ou les clouds et le mode on-premise. Une sous-évaluation des besoins cloud se traduit toujours par des débordements financiers exponentiels. C'est vrai que c'est pratique.
Je dis, j'ai besoin de 500 nœuds supplémentaires, boum, je passe chez Azure ou chez Amazon. Oui, sauf que la facture, il faudra la payer derrière. Hein. Donc, faites la chasse aux ressources non utilisées. Comme pour les centres de calcul, entre 10 et 25% des ressources planifiées dans les clouds ne sont pas utilisées. Vous voyez, donc, il faut le savoir. Et donc, il faut exploiter des outils de suivi qui vont montrer la réalité des ressources par rapport aux prévisions. Il faut être très prudent de ce point de vue-là, parce que la réalité, elle n'est pas aussi brillante qu'on voudrait bien nous le faire croire. Bon. Alors, ces outils suivis, ils sont assez rares, je trouve aujourd'hui qu'ils ne sont pas à la hauteur des besoins. Et il est tout à fait possible que vous ayez du développement à faire pour ça. Peut-être que ça vaut la peine. S'il y a 200 000 $ à gagner, ça vaut largement le développement qui peut se faire éventuellement avec un outil, mettons, de low code dans certains cas. Eh bien, ça vaut largement donc, un coût de développement d'une solution qui soit vraiment adaptée et qui corresponde donc à vos besoins. Bon. Le réflexe que l'on a toujours, c'est pour ça qu'on a beaucoup de ressources qui ne sont pas utilisées, c'est on réserve trop de ressources. Voilà. Je prévois trop large, et donc histoire d'être tranquille et de bien dormir. Qui fait quoi? Il faut savoir qui fait quoi. Et c'est d'abord une idée de ça. Je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut anticiper sur les usages. Eh bien, on va vers un modèle d'usage des ressources directement par les usagers. Attention, hein. C'est donc le syndrome du BI. Attention donc aux dérives qui vont être spectaculaires. Savoir qui fait quoi. Adéquation des licences également. Le trop est l'ennemi du bien. Les licences trop complètes sont inutiles et coûteuses. Et soyez vigilants et assurez-vous que le renouvellement automatique des licences n'est pas une rente à vie pour les fournisseurs, ce qu'elles sont d'ailleurs assez souvent. Prévoyez des plans de relève et des coûts de migration pour les plans de relève. Un plan de relève, rappelez-vous, ne fonctionne qu'à partir du moment où il a été mis en œuvre. Jusque-là, c'est de la théorie. D'accord? Et on prévoira donc les coûts. Et prévoyez également des coûts d'installation qui soient plus lourds que ce qui est prévu. Il faut se méfier de ce qu'on appelle les freemiums aujourd'hui. Alors, effectivement, c'est gratuit au départ, effectivement, ça marche assez bien, mais dans la pratique, on s'aperçoit que ce n'est pas aussi évident. Bon. Dernier point, c'est, pardonnez-moi, je vais avoir 5 minutes de retard. Donc, dernier point, c'est le métier, je vous dis, c'est un métier nouveau, la facturation IAS, l'analyste financier des prestations dans le cloud, ce qu'on lui demande. On lui demande d'avoir des connaissances, donc je vous l'ai dit, sur l'offre des fournisseurs, d'être pertinent pas seulement dans le mode IAS, mais également dans le XAS, parce que c'est complémentaire. Hein. Il lui faut un background informatique suffisant, pas un développeur, mais quand même un background suffisant, qu'il ait l'esprit du détail. Moi, j'appelle ça l'esprit contrôleur de gestion. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller regarder dans les détails, mais pourquoi il a dépensé ceci, vous voyez, qui va gratter. Alors, ce n'est pas très drôle pour nous, hein, je le sais bien, mais on en a besoin. Il n'est pas nécessairement intégré, je vous l'ai dit, au TI. Donc, dans un premier temps, on peut le mettre dans l'équipe audit, par exemple. Et après, donc, il sera au contrôle de gestion. Et ensuite, il sera donc dans la centrale d'achat. C'est un métier qu'il faut aimer. Un peu comme les comptables, il faut aimer les chiffres, il faut aimer ça. Mais bon, on en a vraiment besoin. Hein. Et contrairement à d'autres domaines, à d'autres métiers, je pense qu'on peut le sous-traiter parce que ce n'est pas, c'est pas une fonction régalienne que l'on va trouver dans l'entreprise. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire donc, sur ce sujet-là. Alors, je ne fais que brosser, bien entendu, donc, ce sujet. C'est évident. C'est très compliqué. Très compliqué. Si vraiment vous voulez rentrer dans le détail des choses, c'est très compliqué. Alors, je vous renvoie pour ça à un certain nombre de dossiers que nous avons publiés chez nous dans le Marsan sur ce sujet. Bon, bien entendu, alors tout ça, ça sera disponible dès demain sur notre site, comme d'habitude. Nous terminerons donc le premier semestre la semaine prochaine, dans 15 jours. Non, c'est le 25 juin, donc 2021. On terminera donc notre semestre avec un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est celui de l'échec de la modélisation. Ça, c'est plutôt destiné donc, à des développeurs qui vont trop rapidement dans le code et qui ne préoccupent pas suffisamment donc, de modéliser leurs pensées, modéliser ce qu'ils ont à faire. On va terminer par ceci, et dans quelques jours, vous aurez également donc, la totalité du planning de tous les webinaires que nous allons faire d'ici donc, la fin donc, de l'année. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer comme d'habitude des questions, ce que vous faites régulièrement, est-ce que j'apprécie, poser des questions. Hein.
Moi, je vous ai dit, je suis un peu méfiant, mais ça vient du fait que d'abord, j'ai plus de 18 ans et que j'en ai tellement vu des comportements vraiment anormaux que bon, ça ne m'amuse plus du tout. Hein. Donc, si on peut les éviter, et je pense que le cloud, c'est quand même un sacré piège de ce point de vue-là. J'espère en tout cas vous avoir convaincu. Merci pour votre attention.